Il est parti en voyage d'affaires. C'est alors que sa belle-mère a dit « Il te trompe, j'en ai la preuve. » Dimanche soir, je suis assise à l'îlot de cuisine et je regarde Michael faire ses valises pour son voyage d'affaires, 5 jours à Chicago. Une autre conférence sur la technologie pour présenter un nouveau logiciel. Pour lui, c'est la routine. Pour moi, ce sont 5 jours de tranquillité dans notre maison de banlieue. Ces jours-ci, je ne sais même pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Michael a appelé de la chambre, demandant où était son blazer bleu marine. J'ai répondu automatiquement qu'il était dans le placard de gauche, tout en remuant mon thé tiède. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Il fut un temps où j'étais captivée par son ambition, son intelligence, son dynamisme. Aujourd'hui, j'ai parfois l'impression que nous ne sommes que des colocataires, chacun dans son coin de la maison, chacun avec ses propres projets et ses propres problèmes. Michael est apparu dans la cuisine avec sa cravate, demandant de l'aide. Pendant que je faisais mon nœud, j'ai remarqué une nouvelle eau de Cologne. J'ai posé la question avec désinvolture, en essayant de parler d'une voix légère. Il m'a répondu, sans me regarder, qu'il l'avait prise à l'aéroport la semaine dernière et qu'il voulait quelque chose de frais. Il a ajouté quelque chose à propos des clients et de la nécessité de faire bonne impression. Lorsque j'ai demandé à quels collègues il faisait référence, son expression a immédiatement changé. Il m'a dit avec irritation « Kate, où veux-tu en venir ?»« Kate, où veux-tu en venir ?» sur ce ton qui suggère que je suis toujours méfiante, toujours la femme insatisfaite. La sonnette de la porte a retenti. À son rythme particulier, 3 coups courts, un long. J'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Michael l'a reconnu aussi et a dit « Oh, maman est là pour dire au revoir », avec cette inflexion spéciale qu'il réserve uniquement pour parler de sa mère. Judith est une femme à la posture militaire et au regard de procureur, ancienne comptable d'entreprise, retraitée maintenant, mais les yeux restent les mêmes, tout voir, surtout ce que l'on préfère cacher. Elle serre son fils dans ses bras, comme s'il partait à la guerre plutôt qu'en conférence. Elle l'a bombardé de questions. Avait-il tout emballé? S'était-il souvenu de ses documents? Avait-il revu sa présentation? Je me tenais à l'écart, comme d'habitude. Pour elle, j'ai toujours été périphérique, décoratif au mieux. Je l'ai saluée et elle m'a répondu par un hochement de tête sec. Elle ne m'appelle jamais que Catherine, mon nom complet, comme s'il s'agissait d'une punition. Elle m'a annoncé qu'elle avait apporté des muffins pour Mikey et, après une pause notable, elle a ajouté « Et pour toi, bien sûr ». J'ai pris le lourd récipient et je suis allée à la cuisine. Dans le couloir, j'entends leur voix, étouffée, mais distincte, toujours comme ça, comme si je n'étais pas là, comme si je ne devais pas entendre. Michael a demandé à sa mère d'être plus douce avec moi. Elle a répondu avec une réelle surprise qu'elle n'avait rien dit de mal, qu'elle avait même apporté des muffins, qu'elle essayait de prendre soin de moi, mais que j'étais toujours en train de lever le nez. Michael soupire. Cette conversation se répète avant chacun de ses voyages, presque comme un rituel. Puis il a dit qu'il devait partir, que l'Uber l'attendait. Je suis revenue de la cuisine. Michael m'a embrassée, rapidement, formellement, comme s'il vérifiait une case. Il m'a dit qu'il m'appellerait à l'atterrissage et m'a demandé de raccompagner sa mère. La porte s'est refermée. Judith et moi nous sommes retrouvés seuls, une situation que nous évitons toutes les deux soigneusement. Je lui ai demandé si elle voulait du thé. Connaissant la réponse, elle a refusé, disant qu'elle devait partir elle aussi. Elle m'a rappelé de vérifier que les fenêtres étaient mat et bien fermées quand je partirais et d'arroser les plantes parce que,
Mikey aime quand la maison est en ordre. J'ai acquiescé et l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Lorsque je l'ai refermée derrière elle, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si l'air de la maison était devenu plus pur. 5 jours de calme et de liberté, sans regards évaluateurs, sans le besoin constant d'être à la hauteur. Je suis retournée à la cuisine et j'ai ouvert la boîte de muffins. Ils étaient parfaits, comme toujours, d'un brun doré et d'une forme précise. Judith est irréprochable, même dans ce domaine. C'est exactement ce qui me rend fou, sa perfection, à côté de laquelle je me sens toujours inadéquat. Mais qui aime ça comme ça? Mikey a l'habitude d'avoir les choses différemment. Ces phrases me hantent depuis le premier jour où je l'ai rencontré. Mon téléphone a sonné. L'écran affiche Michael. Il m'a dit qu'il était à l'aéroport, mais qu'il avait oublié sa présentation sur une clé USB. Il m'a demandé de la trouver dans le tiroir de son bureau, dans le dossier bleu, et de la lui envoyer par courrier électronique. J'ai accepté et je me suis rendue à son bureau. Le tiroir de son bureau était un véritable système de classement, tout étant rangé dans des chemises étiquetées. C'est moi qui ai appris à Michael à être organisé, même si Judith est convaincue que c'est elle qui l'a fait. J'ai trouvé le dossier bleu et je l'ai ouvert. Parmi les documents, j'ai repéré une enveloppe inconnue, rose, avec des paillettes. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une carte avec des cœurs et un message écrit à la main. « Merci pour cette soirée magique. J'ai hâte de vous revoir. Love. E. » Mon cœur a battu la chamade. Qui était E? Pourquoi remerciait-elle mon mari pour cette soirée magique? J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une vieille carte datant d'avant notre rencontre. Mais en regardant la date du cachet de la poste, j'ai vu qu'elle datait d'il y a 2 semaines. J'ai récupéré la clé USB, fermé le dossier et tout remis en place. Mes mains tremblaient lorsque j'ai envoyé l'email contenant la présentation. J'ai écrit « Je l'ai trouvé. Bon voyage. Je t'aime. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mes pensées tournaient autour de cette carte. Qui était-elle? Emma? Elisabeth? Ellie? Michael n'a pas de collègue portant ces noms. Je le saurais. Je me suis dit qu'il ne fallait pas inventer. Ça peut être n'importe quoi. Un remerciement d'un client, d'un stagiaire. Michael a un poste à responsabilité. Il aide beaucoup de gens. Mais une autre partie de moi, celle qui avait remarqué les nouvelles eaux de Cologne, les retours tardifs, la distance émotionnelle au cours des derniers mois, a murmuré « Tu t'en doutes depuis un moment. Pourquoi fais-tu semblant d'être surprise maintenant ?» Le lundi s'est déroulé dans un flou de travail. Je suis rédactrice dans une petite maison d'édition et je termine actuellement un projet de manuel scolaire. Michael a appelé dans la soirée. Il a parlé de la conférence, de la façon dont la présentation s'était déroulée. Sa voix était optimiste mais détachée. Ou est-ce que c'est ce qu'il m'a semblé après la découverte d'hier? Il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que je travaillais, que je respectais le délai fixé pour le manuel. Il a remarqué que j'avais l'air bizarre. Je lui ai dit que j'étais simplement fatiguée. Il m'a demandé comment était son hôtel. Il m'a répondu que c'était bien, une chambre standard, rien de spécial. Il y a eu une pause. Michael m'a redemandé si tout allait bien. J'ai répondu que oui, qu'il me manquait juste. Il m'a dit que je lui manquais aussi et m'a demandé si nous parlerions demain. J'ai accepté. Après l'appel, je suis restée longtemps à fixer l'écran sombre du téléphone. Étrangement, il me manquait vraiment, malgré notre distance croissante ces derniers temps, malgré mes soupçons. Ou est-ce que ce que nous avions l'habitude d'avoir me manquait? La certitude, la confiance. Le mardi s'est écoulé dans un brouillard de pensées.
je suis rentrée tard du travail et j'ai vu une silhouette familière à l'entrée de notre immeuble. Judith. Elle vient rarement sans prévenir, surtout quand Michael n'est pas là. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Elle m'a jeté ce regard particulier qui me fait toujours culpabiliser et m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Dans l'ascenseur, nous sommes restés silencieux. J'ai passé en revue toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Michael avait-il eu un accident? Avait-elle des problèmes de santé? Pourquoi cette visite soudaine? À la maison, j'ai proposé du thé. Cette fois, elle a accepté. Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai comblé le silence par des bavardages insignifiants sur le travail, le temps qu'il faisait. Finalement, elle m'a interrompu et m'a dit directement « Il te trompe, j'en ai la preuve ». Ma tasse s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. Étrangement, mon premier sentiment n'a pas été le choc ou la douleur, mais l'irritation. Encore une fois, elle s'immisce dans nos vies. Encore une fois, elle essaye de tout contrôler, de gérer tout le monde. J'ai demandé ce qui lui faisait penser cela. Judith sort son téléphone de son sac et me montre une photo. Sur l'écran, Michael embrasse une jeune femme. Ils sont à l'entrée d'un restaurant. La femme est séduisante, rousse, élégamment vêtue. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Ma belle-mère m'a dit qu'il s'agissait d'Émilie et qu'elle travaillait pour une entreprise concurrente. Elle a ajouté qu'elle les avait vus par hasard jeudi dernier, alors qu'elle se rendait dans le même restaurant avec une amie. J'ai regardé la photo. Ils avaient l'air heureux. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu Michael dans cet état. J'ai essayé de m'opposer à cette idée en disant qu'il pouvait s'agir d'une réunion d'affaires. Judith a rétorqué que les réunions d'affaires ne se terminaient pas par des baisers sur le parking. Je suis restée silencieuse, essayant d'assimiler l'information. Judith les avait-elle suivis? Prenait-elle des photos en secret? Cela me paraissait surréaliste. J'ai demandé pourquoi elle me montrait cela. Était-ce pour se réjouir de mon humiliation? Elle a eu l'air sincèrement surprise et m'a répondu qu'elle voulait que je sache la vérité, que je méritais mieux que d'être trompée. Cet aveu m'a pris au dépourvu. En 3 ans, c'était la première fois qu'elle disait que je méritais mieux. Elle a continué en disant qu'elle avait toujours su que Michael ferait cela, comme son père. Elle a dit qu'ils étaient identiques, qu'ils avaient la même faiblesse. C'était nouveau. Judith n'avait jamais parlé de son ex-mari, se contentant de dire qu'il était parti quand Michael avait 5 ans. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je fasse. Elle m'a dit que c'était à moi de décider, mais que maintenant, je savais. Et d'ailleurs, il n'était pas à Chicago. Elle avait appelé son bureau pour savoir comment s'était déroulée la présentation. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de voyage d'affaires. Il avait pris des jours de vacances. Lorsqu'elle est partie, je suis restée complètement déconcertée. J'ai appelé Michael. Son téléphone était éteint. Je lui ai envoyé un SMS. « Appelle-moi quand tu peux. C'est important. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert l'ordinateur portable de Michael. Je connaissais le mot de passe. Il ne l'avait jamais caché. Je me suis connectée à sa messagerie, à son agenda, et en effet, il n'y avait pas de conférence à Chicago. Mais il y avait une note dans le calendrier pour ces jours-là. Vacances, réservation, Grand Plaza Hôtel. L'hôtel Grand Plaza se trouve dans notre ville, au centre-ville. J'ai consulté son espace de stockage de photos sur le cloud. Parmi les photos récemment ajoutées, plusieurs clichés d'un restaurant. Celui-là même que Judith avait mentionné. Sur l'une d'entre elles, on voit le reflet dans un miroir de la même femme aux cheveux roux. Elle prend un selfie et à l'arrière-plan, une silhouette ressemblant à celle de Michael. Dans son historique de navigation, j'ai trouvé des recherches sur meilleurs restaurants pour un dîner romantique, critique de bijoutier,
et un reçu d'un bijoutier pour un montant qui m'a fait siffler. Date: il y a 3 jours. À 3 heures du matin, j'ai enfin vérifié ces relevés bancaires, auxquels j'ai accès depuis que nous avons planifié notre budget commun. J'ai trouvé des paiements dans un restaurant situé dans le même hôtel Grand Plaza et des frais de chambre, non pas pour une nuit, mais pour les 5 jours de son voyage d'affaires, tous en boîte, la carte rose. Émilie, c'est elle qui se cache derrière l'initiale E, la nouvelle O de Cologne. Son manque d'intérêt pour moi ces derniers mois. Mais pourquoi sa mère avait-elle choisi d'intervenir maintenant? Qu'est-ce qui l'a poussée à agir de la sorte? L'inquiétude pour moi ou le désir de contrôler son fils? Le matin, mon téléphone a sonné. L'écran affiche « Michael ». Sa voix était inquiète. Il m'a dit qu'il avait reçu mon message et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai demandé comment se passait la conférence. En essayant de garder une voix normale, il m'a répondu que tout allait bien, qu'il avait beaucoup de travail et s'est excusé de ne pas m'avoir appelé. Je lui ai demandé dans quel hôtel il se trouvait. Il y a eu une pause. Puis il a répondu « le Windy City Inn ». J'ai demandé quel temps il faisait à Chicago. Michael a remarqué que j'agissais bizarrement et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien de spécial, que j'avais parlé à sa mère hier et qu'elle m'avait dit des choses intéressantes. Un long silence a suivi. Puis il a demandé d'une voix tendue ce qu'elle avait dit exactement. Je lui ai dit qu'il n'était pas à Chicago, qu'il était en fait à l'hôtel Grand Plaza avec Émilie. Michael a juré et s'est exclamé « Elle me suit, elle prend des photos, c'est de la paranoïa ». C'était donc vrai. Je m'attendais à un déni, à des excuses, mais pas cette confirmation directe. J'ai demandé si c'était vraiment vrai. Ma voix était anormalement calme. Il m'a répondu que c'était compliqué, qu'il fallait qu'on parle, mais pas au téléphone. J'ai convenu que nous devions parler et j'ai demandé quand il reviendrait. Il m'a répondu qu'il rentrerait le soir même. Toute la journée s'est déroulée comme dans un brouillard. Je suis allée travailler. J'ai fait les choses machinalement. Mes collègues m'ont demandé si tout allait bien. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai dit que je n'avais pas bien dormi. Au déjeuner, Judith m'a appelée et m'a demandé si je lui avais parlé. J'ai répondu que oui et qu'il rentrait à la maison le soir même. Elle m'a dit qu'elle viendrait aussi. J'ai objecté plus vivement que je ne l'avais prévu en disant que c'était notre affaire. J'ai ajouté que j'appréciais l'information, mais que nous allions nous en occuper nous-mêmes. Elle a insisté sur le fait qu'il nierait tout, qu'il trouverait des excuses et qu'elle connaissait son fils. J'ai répondu que je connaissais mon mari, même si je n'en étais plus très sûre. Je lui ai demandé de nous donner une chance de parler en privé. Elle a accepté à contre-cœur, mais j'ai senti que ce n'était pas la fin. Elle n'est pas du genre à reculer facilement. Le soir, je suis restée assise dans le salon, à attendre. Des questions sans réponse tournaient dans ma tête. Pourquoi? Quand cela a-t-il commencé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai entendu la clé dans la serrure. Michael est entré, avec la même valise que celle avec laquelle il était parti, soi-disant pour Chicago. Il avait l'air fatigué, mais pas du travail. Fatigué d'avoir menti, il m'a salué calmement. Je lui ai répondu et lui ai demandé comment s'était déroulée la conférence. Il m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kate, ne faisons pas ça. Je sais que tu sais. » Je lui ai demandé ce que je savais exactement. Qu'il avait menti à propos de son voyage d'affaires, qu'il avait passé 5 jours dans un hôtel avec une femme nommée Émilie, qu'il lui avait acheté des bijoux pour une somme qui couvrirait 1 mois de notre prêt immobilier. Michael s'est assis en face de moi, s'est couvert le visage avec ses mains.
Il a dit qu'il ne voulait pas que les choses se passent ainsi, que tout avait commencé accidentellement. Une réunion d'affaires, puis une autre, qu'il n'avait pas prévu de s'engager dans quelque chose de sérieux. Je lui ai demandé s'il l'aimait. Il n'a pas répondu. J'ai demandé depuis combien de temps cela durait. Il m'a répondu 3 mois. C'est exactement à ce moment-là que j'ai remarqué les premiers changements. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle eau de Cologne, retour tardif au travail. J'ai demandé pourquoi. Il a haussé les épaules et m'a dit qu'avec elle, il se sentait vivant. Depuis longtemps, nous étions devenus comme des colocataires. Au cours des 6 derniers mois, nous avions rarement parlé, rarement fait l'amour. C'était vrai, mais l'entendre était douloureux. C'était comme s'il rejetait la responsabilité sur moi. Je le lui ai dit. Il a commencé à se défendre en disant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Mais son visage a soudain changé et il m'a demandé comment j'avais su pour Émilie. Je lui ai dit la vérité, par sa mère. Michael a pâli, puis a rougi de colère. Il s'est exclamé « Elle me suivait, elle prenait des photos, elle se mêlait de ma vie comme toujours. » Je lui ai demandé pourquoi il était si préoccupé par le fait que sa mère soit au courant, plutôt que par le fait qu'il m'ait trahi. Il n'avait pas de réponse. Il m'a ensuite demandé si sa mère m'avait montré les photos. J'ai confirmé. Il a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, marmonnant quelque chose à propos d'atteinte à la vie privée, de manipulation. À un moment donné, il s'est tourné vers moi et m'a dit avec amertume « Vous faites plus confiance à ma mère qu'à moi. » C'en était trop. J'ai élevé la voix, demandant comment je pouvais lui faire confiance, alors qu'il m'avait menti en face. Quand il avait dit qu'il était à Chicago, alors qu'il était dans un hôtel à 20 minutes de chez nous. Il s'est rassis, s'est tu. Puis il a commencé à dire à quel point c'était difficile pour lui, pris entre sa mère et moi, à quel point il se sentait toujours déchiré en deux, que sa mère avait toujours interféré dans ses choix, ses relations, que sa liaison avec Émilie était en partie sa rébellion contre tout cela. J'ai écouté, sans en croire mes oreilles. Rébellion. À 32 ans, en trompant sa femme, Michael a continué à parler, encore plus confus, encore plus chaotique. Il parlait de son enfance, des manipulations de sa mère, du fait qu'il avait toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour moi. Peut-être que les choses avec Émilie ont commencé parce qu'elle l'admirait inconditionnellement, qu'elle ne le comparait à personne. Toutes ces paroles ressemblaient à une auto-justification, à une tentative d'échapper à ses responsabilités. À un moment donné, j'ai cessé d'écouter. Je l'ai interrompu et lui ai demandé directement « Veux-tu être avec elle ?» Il s'est tu, a baissé les yeux. Il s'est tu, a baissé les yeux, puis a dit calmement « Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » C'était une réponse, pas celle que j'espérais, mais une réponse. Je lui ai dit qu'il devait partir, qu'il prenne ce dont il avait besoin et qu'il parte, qu'il devait réfléchir ailleurs, pas dans notre maison. Il m'a regardé avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à une telle détermination. Puis il a hoché la tête, est allé dans la chambre et a commencé à ranger ses affaires dans le sac avec lequel il venait de rentrer. Une demi-heure plus tard, il se tenait à la porte. Il m'a demandé si nous pouvions parler dans quelques jours, quand nous nous serions calmés tous les deux. J'ai répondu que je ne savais pas, que pour l'instant, j'avais besoin d'être seule. Après son départ, la maison m'a paru immense et vide. J'ai marché d'une pièce à l'autre, inquiète. Dans la chambre, j'ai remarqué son téléphone sur la table de nuit, oublié dans sa précipitation. Où l'avait-il laissé délibérément? Je savais que je ne devais pas regarder. Je savais que c'était une atteinte à sa vie privée. Mais après tous les mensonges, après tout ce qui s'était passé,
Quelle différence cela faisait-il? J'ai déverrouillé l'écran. Le mot de passe n'avait pas changé depuis notre mariage, la date de notre première rencontre. J'ai ouvert les messages, les conversations avec Émilie, des dizaines, des centaines de messages, des photos, des projets, des promesses. Il y avait aussi des messages de Judith, nombreux, plusieurs fois par jour. « Mickey, tu as oublié d'appeler ?»« Mikey, j'ai préparé ta soupe préférée. »« Mikey, je t'ai vu hier au restaurant. Pourquoi n'es-tu pas venu me dire bonjour ?» Et ses réponses, courtes, souvent agacées. « Maman, je suis occupée. »« Maman, j'ai ma propre vie. » Le dernier message d'elle, envoyé ce matin, je l'ai dit à Catherine. Elle mérite de connaître la vérité. « Je suis désolée, mon fils, mais c'est mieux pour tout le monde. » Sa réponse, « Tu dis toujours ça, mais ça ne s'améliore que pour toi. » Je suis resté assis à regarder l'écran, et soudain beaucoup de choses sont devenues claires. Cette femme qui avait toujours été entre nous, que je percevais comme une ennemie, ne se battait pas contre moi. Elle se battait pour son fils, pour son attention, pour son amour. J'étais une menace pour son monde, où Mickey était toujours son petit garçon. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai cessé de me battre. J'ai arrêté de prouver que j'étais digne d'être avec son fils. Et lui aussi a cessé de se battre pour notre relation, pour notre amour. Émilie n'était pas la cause. Elle était un symptôme, le résultat de tout ce qui s'était accumulé au fil des ans, sans qu'on le dise, sans qu'on le traite. Le téléphone a sonné, l'écran affichait « Judith ». Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je lui dire? Merci d'avoir détruit le peu qu'il nous restait? Ou merci de m'avoir ouvert les yeux? Les deux options me semblaient erronées. Le matin, j'ai mis ses affaires dans des cartons. Pas tout, juste l'essentiel. J'ai appelé mon travail, j'ai pris un jour de congé, j'ai voulu appeler une amie, mais je ne savais pas quoi dire. Mon mari m'a quitté, semblait trop définitif. Mon mari a une liaison, était trop cliché. Vers midi, il a envoyé un texto. « Je suis chez ma mère. Je peux aller chercher des trucs ?» J'ai répondu « J'ai préparé l'essentiel. Viens. » Il est arrivé 1 heure plus tard. Il avait l'air mal en point, fripé, en manque de sommeil. Il a dit qu'il avait passé la nuit sur le canapé de sa mère, qu'il s'était disputé, mais qu'il n'avait nulle part où aller. J'ai désigné en silence les cartons dans le couloir. Il a commencé à les charger dans sa voiture. Lorsqu'il a eu terminé, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, comme s'il voulait dire quelque chose. J'ai attendu. Des excuses, des explications, des promesses. Mais il a simplement demandé « Ça va ?» J'ai voulu rire, mais j'ai préféré hocher la tête. J'ai dit que ça irait, que j'avais besoin de temps. Il a hoché la tête en réponse. Il a dit qu'il m'appellerait dans quelques jours, quand nous aurions tous les deux eu le temps de nous calmer. J'ai répondu qu'il ne devait pas le faire, que je l'appellerais quand je serais prête à parler. Après son départ, je me suis assise par terre dans l'entrée et j'ai sangloté. Pour la première fois depuis des jours, je me suis autorisée à pleurer tout ce que j'avais sur le cœur, le mal, la douleur, la déception. Je suis restée assise comme ça pendant 1 heure, puis je me suis levée, je me suis lavé le visage, j'ai fait du thé. Le téléphone a de nouveau sonné. Judith. Cette fois, j'ai répondu. Elle m'a demandé comment je tenais le coup. Dans sa voix, il y avait une vraie inquiétude, mais aussi quelque chose d'autre, de la satisfaction. Elle m'a dit que Michael était avec elle en ce moment, qu'il était bouleversé et qu'il mangeait à peine. Elle m'a dit qu'il avait toujours été un garçon sensible, qu'il avait hérité cela de son père. Puis elle m'a proposé de venir prendre le thé, de parler. Elle a dit que maintenant que nous avions tous les deux souffert de ses actes,
nous pouvions enfin nous comprendre. J'ai refusé, poliment mais fermement. J'ai dit que j'avais besoin d'être seule, de faire le point sur mes sentiments, que j'appréciais sa sollicitude, mais que ce n'était pas ce dont j'avais besoin en ce moment. Elle a insisté. Elle a dit que dans ce genre de situation, il ne fallait pas être seule, qu'elle était passée par là, qu'elle savait à quel point c'était douloureux, qu'elle pouvait m'aider en me donnant des conseils, en me soutenant. J'ai refusé à nouveau. J'ai senti l'irritation monter. Même maintenant, elle ne pouvait pas me laisser en paix. Même maintenant, elle continuait à contrôler la situation. Elle s'est tue, puis a dit avec une amertume inattendue « Tu m'as toujours rejetée, Catherine. Tu m'as toujours tenue à distance et je voulais seulement t'aider. Peut-être que si tu avais écouté mes conseils, rien de tout cela ne serait arrivé. » À ce moment-là, un déclic s'est produit en moi. Pendant toutes ces années, j'avais essayé d'être à la hauteur, d'être assez bien pour son fils, pour elle. Je me sentais constamment évaluée, insuffisante, mauvaise. Je le lui ai dit directement. Je ne l'avais pas rejeté. Je m'étais défendue de ses critiques, de son ingérence, de ses tentatives constantes de me dicter comment je devais vivre, comment je devais aimer son fils, qu'aucun conseil n'aurait pu sauver notre mariage parce que le problème était plus profond. Dans cet étrange triangle où j'étais toujours l'outsider. Judith a écouté en silence, puis elle dit doucement, presque en chuchotant, « J'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour lui. » J'ai répondu, « Je sais, moi aussi. » Sur ce, nous avons mis fin à la conversation. Sans adieu, sans promesse d'appel, les jours suivants, je me suis plongée dans le travail. Je suis arrivée à la maison d'édition la première, je suis partie la dernière. Mes collègues ont remarqué les changements, mais n'ont pas posé de questions avec tact. Seule Marina, ma patronne, m'a convoquée dans son bureau et m'a demandé directement si tout allait bien. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écoutée attentivement, hochant parfois la tête. Lorsque j'ai terminé, Marina a soupiré et m'a dit qu'elle avait vécu quelque chose de similaire il y a 10 ans. Elle m'a dit qu'à l'époque, elle avait eu l'impression que la vie était finie, mais qu'aujourd'hui, elle se souvenait de cette période comme du début de la vraie liberté. Elle m'a ensuite proposé de travailler sur un nouveau projet, une série de livres pour adolescents. Elle m'a dit que cela m'aiderait à m'occuper l'esprit avec quelque chose d'intéressant. Je suis d'accord. En effet, le travail m'aidait à ne pas penser à ce qui s'était passé, à ne pas ressasser dans ma tête des « et si » et des « pourquoi », à n'en plus finir. Une semaine plus tard, Michael a appelé. Sa voix était incertaine, comme s'il craignait que je ne réponde pas. Il a dit qu'il aimerait qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'une semaine de vie séparée avait clarifié beaucoup de choses pour lui, qu'il se rendait compte de l'importance de notre famille pour lui, de notre mariage. J'ai demandé directement « Et Émilie ?» Il m'a répondu que c'était fini, que c'était une erreur, un engouement. Il lui a dit qu'il lui avait parlé, qu'il lui avait expliqué la situation, qu'il comprenait maintenant tout ce qu'il avait à perdre. J'ai écouté et je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de soulagement, pas même de triomphe, juste de la fatigue et une sorte de vide intérieur. J'ai dit que j'avais besoin de plus de temps, que je n'étais pas prête à reprendre notre vie d'avant comme si rien ne s'était passé, qu'il avait trahi ma confiance et que cela ne pouvait pas être réglé en une semaine. Il a insisté pour qu'on se rencontre. Il a dit que nous ne pouvions pas discuter de tout par téléphone, que nous avions besoin de nous voir. Finalement, j'ai accepté un café, un territoire neutre, un lieu public.
Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon travail. Il avait l'air mieux que le jour où il avait récupéré ses affaires, mais toujours perdu. Il m'a dit qu'il avait déménagé de chez sa mère, qu'il avait loué un appartement, qu'ils avaient eu une grosse dispute. Elle n'arrêtait pas d'appeler Émilie, de la menacer. J'ai écouté en silence. Puis je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi, de nous. Michael a dit qu'il voulait rentrer à la maison, repartir sur des bases saines, qu'il était prêt pour une thérapie de couple, pour tout ce qui pourrait aider à rétablir la confiance. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que je ne le croyais pas. Je ne croyais pas à sa sincérité. Il croyait probablement vraiment à ce qu'il disait. Je ne croyais pas que nous pouvions prendre un nouveau départ, que je pouvais oublier la trahison, les mensonges, la facilité avec laquelle il avait abandonné notre relation pour quelque chose de nouveau et d'excitant. Je le lui ai dit calmement, sans l'accuser, que son engouement pour Émilie était peut-être le symptôme de problèmes plus profonds entre nous, que je ne voulais pas retourner dans une relation où j'attendrais constamment la prochaine trahison. Il a écouté, la tête baissée, puis il a demandé calmement « Veux-tu divorcer ?» « Je veux la paix », ai-je répondu honnêtement. Sur ce, nous nous sommes séparés. Il m'a promis de ne pas me presser, de me laisser le temps de réfléchir. Il a dit qu'il attendrait aussi longtemps que nécessaire. 2 semaines se sont encore écoulées. La vie s'améliorait peu à peu. Le travail sur la nouvelle série de livres s'est avéré passionnant. J'ai rencontré de nouveaux auteurs, de nouveaux illustrateurs. J'ai commencé à fréquenter davantage des amis que j'avais quelque peu négligés pendant le mariage. Et puis Judith est réapparue. Elle est venue sans prévenir, a sonné à la porte. J'ai ouvert sans demander qui c'était. Par habitude, par vieux réflexe. Elle avait l'air vieillie, décharnée. Dans ses mains, elle tenait une sorte de boîte. Elle a demandé d'une voix inhabituellement calme. Puis-je entrer ? Je l'ai invitée à se rendre dans la cuisine et lui ai offert du thé. Elle s'est assise, a posé la boîte sur la table. Elle a dit qu'elle était venue s'excuser. C'était tellement inattendu que je n'ai pas su quoi répondre. Elle a continué. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi ces dernières semaines, à elle-même, à son fils, à moi, sur son rôle dans tout ce qui s'était passé, qu'elle se rendait compte à quel point elle avait influencé Michael toute sa vie, à quel point elle ne l'avait pas laissé devenir indépendant, qu'elle l'avait peut-être poussé à se rebeller, à avoir une liaison avec Émilie. J'ai écouté avec scepticisme. Cela ne ressemblait pas à la Judith que je connaissais. Admettre ses erreurs, prendre ses responsabilités. Elle ouvre la boîte. À l'intérieur, de vieilles photos, des lettres, des documents. Elle a commencé à me montrer des photos. Michael enfant, elle jeune et belle, et un homme que je n'avais jamais vu, grand, avec des traits familiers, et un homme que je n'avais jamais vu, grand, avec des traits familiers, le père de Michael. Elle m'a dit qu'ils s'étaient rencontrés à l'université, que c'était un grand amour, qu'il était un ingénieur talentueux et prometteur. Mais sa carrière s'est arrêtée, il a commencé à avoir des problèmes avec l'alcool. Et d'autres femmes, elle a enduré pendant longtemps, pour le bien de son fils, pour la famille. Elle a essayé de tout contrôler, de tout maîtriser. Puis il est parti pour une autre femme, plus jeune, plus insouciante. Elle s'est retrouvée seule avec un enfant de 5 ans. Elle s'est alors jurée de tout faire pour que son fils ne connaisse pas le même sort que son père, pour qu'il soit fort, qu'il réussisse, qu'il soit fiable, pour qu'il ne trahisse jamais personne comme son mari l'avait fait.
Ainsi, conclut-elle, avec une ironie amère, j'avais tellement peur qu'il devienne comme son père que je l'y ai poussé de mes propres mains. Je suis restée silencieuse, essayant d'assimiler ce que j'avais entendu. Cette confession inattendue expliquait soudain tant de choses. Son attitude envers moi, son contrôle sur son fils, ses peurs. Judith a dit qu'elle avait parlé à Michael, qu'il voulait vraiment revenir pour sauver notre mariage, qu'il avait honte et qu'il était blessé par ses actes. Puis elle a ajouté doucement « Mais c'est ta décision, Kate, seulement la tienne. » Pour la première fois, elle avait utilisé mon surnom. Pour la première fois, elle me parlait d'égal à égal, comme une personne dont les sentiments et les décisions comptaient. Elle est partie en laissant la boîte de photos. Elle m'a dit qu'elle voulait que je comprenne mieux Michael, son passé, ses peurs. Ce soir-là, j'ai passé un long moment à parcourir ces vieilles photos, ces lettres, l'histoire d'une famille qui faisait partie de ma vie mais que je n'avais jamais vraiment connue. Le lendemain, j'ai appelé Michael. Il m'a proposé de nous rencontrer, non pas dans un café, mais chez moi, notre maison. Il est venu avec des fleurs, mais sans valise. Il a compris qu'il ne s'agissait pas encore d'une réconciliation. Nous avons parlé longtemps de ce qui s'était passé, de ce qui avait conduit à cela, de sa relation avec sa mère, de mes sentiments à ce sujet, de ce que nous voulions et de ce que nous ne voulions pas dans cette relation. Ce fut probablement la conversation la plus honnête de tout notre mariage, sans accusation, sans justification, juste la vérité, aussi douloureuse soit-elle. À la fin, il m'a demandé s'il pouvait rentrer à la maison. J'ai répondu que je n'étais pas encore prête, que j'avais besoin de temps pour comprendre ce que je voulais vraiment. Si nous avions un avenir ou s'il valait mieux se laisser aller l'un l'autre. Il a accepté cela avec compréhension. Il a dit qu'il attendrait ma décision, qu'il comprenait à quel point il m'avait blessée et qu'il ne s'attendait pas à un pardon rapide. Lorsqu'il est parti, je l'ai serré dans mes bras, pour la première fois depuis que tout avait été révélé. Non pas comme une femme étreint son mari, mais comme une personne en étreint une autre qui lui était autrefois très proche et très chère. Maintenant, je vis au jour le jour. Je travaille sur le nouveau projet, je rencontre des amis, je vois parfois Michael. Nous essayons lentement de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. Parfois, je pense que nous avons une chance. Parfois, je me dis qu'il vaut mieux laisser tomber le passé et repartir à zéro, seul. Judith appelle une fois par semaine, pas moi, Michael. Mais maintenant, ces conversations sont plus courtes, avec plus de respect pour les limites. Une fois, elle nous a invités tous les deux à dîner. Nous y sommes allés. C'était gênant, étrange, mais sans l'attention précédente. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Pardonner la trahison est difficile. Oublier est impossible. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, plus honnête, plus ouvert que ce que nous avions auparavant. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines blessures sont trop profondes pour être jamais complètement guéries. Mais j'ai compris une chose qui m'aide à aller de l'avant. Parfois, la vérité vient de la personne qui vous déteste le plus. Et parfois, cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la liberté.